nous accompagner ce matin. Il était un peu inquiet de savoir à quelle sauce il a été mangé. Je lui ai expliqué que c'était une conversation qu'on allait avoir tous les deux, qui commençait par une présentation qui a été déjà en grande partie faite, mais peut-être que, comme je l'ai préparé, ça pourra vous remémorer quelques étapes. Vous êtes délégué général de Malakoff Médéric, qui est le premier groupe paritaire et mutualiste de protection sociale en France, même si sur les chiffres, il y aura peut-être des débats, mais en tout cas, c'est comme ça que vous présentez, issu de la fusion de Médéric, vous avez été nommé en 2006, et Malakoff, une fusion achevée le 1er juillet 2008. On reviendra peut-être en deux mots sur l'histoire de Malakoff Médéric, parce que ça fait tellement pas tous en mémoire. Vous êtes né le 18 juin 1961 à Paris, Guillaume Georges Didier Sarkozy de Neige-Boxa. Vous êtes le frère aîné de Nicolas, président de la République de 2007 à 2012, et apparemment il a encore beaucoup d'énergie. Ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. C'est un sujet de famille. Diplômé de l'école spéciale des travaux publics, 1974, vous avez exercé, depuis votre carrière, diverses fonctions. Vous êtes devenu président de l'entreprise Tissage de Picardie de 1979 jusqu'en 2005, période où cette entreprise connaît de très graves difficultés, comme tout le secteur textile, on le sait en France. Tenter de la sauver de la faillite, le bilan est déposé, la mise en redressement judiciaire est lancée, l'entreprise est finalement vendue, mais c'est une période où l'industrie textile française perd, entre 2000 et 2005, 50% de ses effectifs sous les coups de boutoir de la mondialisation. Vous avez dit d'ailleurs à ce sujet une phrase pour peut-être méditer: je suis fier d'être un patron industriel qui délocalise. C'est faux. Alors vous ne l'avez pas dit, vous nous en direz quelque chose. En tout cas, quand on regarde ce qu'on dit sur vous, ça se n'ai jamais délocalisé un seul emploi de ma vie. Au contraire, j'ai toujours investi dans les usines. Pourquoi vous attribuez ça? Oh, c'est simple. Un jour, je venais d'être nommé par Anas Antoine Sellier, vice-président du MEDEF, en charge de la réforme des retraites déjà. Et donc l'association des journalistes sociaux demande à... Et moi, j'avais aucune expérience à l'époque de la gestion de la presse. Depuis, j'ai eu quelques heures de vol. Et donc... vous méfiez des tweets. Hein, maintenant, je me méfie de tout. C'est beaucoup plus simple. Et donc, j'ai dit que j'étais fier de représenter l'industrie textile, une industrie qui, certes, a besoin de délocaliser. Et un stagiaire de l'AFP qui était là a fait un résumé. Et je dois dire que le week-end qui a suivi, c'était un vendredi matin. Et le week-end qui a suivi, j'étais obligé de couper mon téléphone parce que je me faisais engueuler de tous les côtés. Et bien sûr, mais j'ai jamais délocalisé. Même si, bien sûr, l'industrie textile, c'est normal, doit délocaliser, mais même, ça ne m'est jamais arrivé. Merci de cette précision. Je crois que ça permettra de rétablir la vérité par ma maladresse, mais moi, je l'avais vu. Je croyais que c'était vrai. Alors, vous parlez du MEDEF, vous avez été au CNPF ou au MEDEF, en charge, en particulier, on l'a dit, de la protection sociale. Vous êtes notamment été négociateur sur la réforme des retraites de 2003 de la réforme Fillon, sur la réforme du système de santé en 2004. Vous êtes, on l'a dit, membre du Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie, vous avez été administrateur d'Inde. Donc ça vous a conduit, ce qui est parfaitement compréhensible après Tissage de Picardie, et cette connaissance du monde de protection sociale à la tête de Malakoff Médéric. Peut-être ajouter à ce rapide examen de votre parcours, votre candidature à la présidence du MEDEF, on s'en souvient, en tandem avec Francis Maire, face à Laurence Parisot. Le duo n'a pas été un succès, pas si qui en était le plus responsable. Francis Maire n'était pas très populaire chez les patrons, vous l'étiez, je crois, plus, enfin il avait plus de mal, en tout cas dans certaines structures. Et c'était pas un moment facile, parce qu'on disait aussi qu'on peut avoir deux Sarkozy à la tête de la France. C'était la formule. Avec ses l'histoire ancienne. Exactement, c'est ce que j'avais dit. On ne va pas parler de ça aujourd'hui, on va parler de l'entreprise, un nouveau territoire de santé. On a, sur l'invitation, proposé cela. Alors, je dois le dire pour le public, c'est le thème qui reprend la vision stratégique de Malakoff Médéric. Moi, j'avais proposé un autre titre, un peu plus, vous disiez, impertinent, c'est un pacte de responsabilité aussi pour la protection sociale. Donc, c'est un peu de ça dont nous allons parler ce matin. Peut-être pour commencer, on a beaucoup de choses à se dire, on vous laisser la parole pour quelques questions. Peut-être dire deux mots de l'histoire de Malakoff Médéric, parce que c'est une longue histoire issue du comité des forges et tout le monde ne la connaît pas forcément. Oui, bonjour. Le groupe Malakoff est né de l'histoire
Le comité des forges, je vous l'avais dit, est une émanation de l'UIMM, était une émanation de l'UIMM et gérait les retraites et la prévoyance de toute l'industrie sidérurgique, notamment dans l'Est de la France. Lui, le groupe Médéric est né au début du XIXe siècle, est né du patronat chrétien du nord de la France qui a créé les allocations familiales. Et depuis, tout ça a prospéré. Et donc, nous sommes un groupe interprofessionnel aujourd'hui nous avons 350 000 entreprises clientes, soit dans le domaine de la retraite complémentaire, soit dans le domaine de l'assurance, de la prévoyance, et dans tous les domaines d'activité. Évidemment, beaucoup de sidérurgie à cause du passé, mais aussi des banques, des services. Nous avons 6 millions de personnes dans le périmètre du groupe à un titre ou à un autre. Alors, peut-être quelques mots aussi de l'histoire plus récente, si on peut dire, de ce groupe, parce qu'il est issu d'une fusion, on en parlait un peu tout à l'heure, c'est un secteur, le secteur de la protection sociale, notamment mutualiste, qui connaît une restructuration importante, j'allais dire presque au rythme de la modernisation, bien sûr, de l'économie française. Il y avait plus de combien 30, 10 000. Oui, il y a une quinzaine d'années, il y avait 10 000 assureurs complémentaires en santé. Pourquoi? Parce que la valeur ajoutée sociale de je rembourse automatiquement derrière la sécurité sociale était très forte, mais la valeur ajoutée économique était évidemment très nulle. Quand je dis je rembourse automatiquement derrière la sécurité sociale, il n'y a pas de valeur ajoutée économique. Et donc chacun pouvait faire ce métier de manière relativement facile, il suffisait d'avoir un territoire de mutualisation par affinité. Aujourd'hui, il y a 400 simplement assureurs complémentaires, et ma conviction, c'est que dans 10 ans, moins de 10 ans, il y en aura 40, quelque chose comme ça, 30 ou 40. Tellement l'industrie cette industrie est en train de se restructurer et a besoin de faire des investissements colossaux, mais on en parlera, pour faire simple, pour gérer le risque de santé, ce qui va être de plus en plus notre responsabilité qui est en train de naître. Alors, toujours pour rester sur Malakoff Médéric, qu'est-ce qui a le plus d'impact aujourd'hui sur votre activité? C'est la situation économique, on sait qu'elle est difficile, ou c'est plus généralement l'état, on va y revenir un moment, l'état de santé, si je peux dire, de la protection sociale? Oui, c'est la protection sociale. Alors peut-être 2 mots sur notre activité avant de décrire les enjeux. Nous avons 2 grands métiers. Premier métier, nous sommes délégataires de services d'intérêt général et nous gérons environ 20% de la retraite Agirc-Arrco, la fameuse retraite complémentaire. C'est 13 milliards d'euros, environ un peu plus d'1 milliard par mois, de retraite que nous payons à 3,5 millions de Français. Ce métier est un métier très réglementé, c'est un métier de gestion, pour faire simple, puisque nous ne pilotons pas le régime. Ce sont les régimes, ce sont les partenaires sociaux, et on y reviendra certainement, qui pilotent les régimes. Puis deuxième métier, nous sommes assureurs de plein exercice, en santé, prévoyance et épargne retraite, avec des statuts assez complexes, puisque au sein du groupe, nous avons la chance, si je veux dire, d'avoir 3 statuts: le statut des institutions de prévoyance, qui est le code de la sécurité sociale, le statut de mutuelle, code de la mutualité, et nous avons aussi des compagnies d'assurance au sein du groupe, ce qui fait que nous avons à gérer une très grande complexité. Mais nous faisons 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires dans ces activités, et nous avons la chance d'avoir, grâce à la politique de mes prédécesseurs, nous avons 3,5 milliards de capitaux propres, donc en solvabilité de 1, pour ceux qui connaissent les enjeux assurantiels, c'est-à-dire les capitaux nécessaires, réglementaires, afin d'exercer l'activité d'assureur. Nous avons 5 fois ces capitaux, ce qui nous permet évidemment d'envisager de participer largement à la restructuration du secteur. Merci. Donc je voudrais vous entendre maintenant sur, parce que je pense que ça a un lien avec l'avenir de votre métier, l'état des lieux de la protection sociale. J'entendais Jean-François Copé hier dire que le système est en faillite, le système de santé notamment. On sait que le gouvernement lance un vaste programme pour faire au moins 50 milliards d'euros d'économies sur les 3 prochaines années. Les dépenses publiques, c'est 6 150 milliards à peu près, et la protection sociale là-dessus, c'est plus compliqué. Donc on voit bien qu'il ne peut pas être imaginable que le système de protection sociale, si ces efforts d'économie sont bien faits, c'est une question, sera dans la même configuration dans 3 ans qu'il ne l'est aujourd'hui. Et si on se projette encore plus loin, compte tenu
des projections démographiques que chacun connaît, on sait bien que notre système, à taux de croissance, en tout cas tel qu'il est aujourd'hui en France, ne va pas certainement pouvoir rester le même. Donc, quelle est votre vision sur d'abord l'état des lieux, puis on va revenir sur les perspectives? C'est vrai que la situation est compliquée et on n'en parle pas beaucoup. C'est très bizarre. Alors maintenant, vous en parlez, puisque nous sommes ici pour ça. Enfin, on ne peut pas dire que ça passe la une des journaux. Quand on en parle, c'est qu'il y a des manifestations dans la rue. Oui, enfin bon, manifestation ou pas, ça sert à rien de manifester. Enfin, si, on peut dire qu'on n'est pas d'accord, mais il y a une réalité qu'il faut regarder. Alors, les grands chiffres, un tiers du PIB français représente la protection sociale, grosso modo. Dans la protection sociale, il y a des sujets qui nous concernent le plus. Vous savez qu'il y a une négoce actuellement sur l'assurance chômage, vous connaissez les enjeux. C'est 17 ou 18 milliards d'euros de déficit privé, enfin de dette, et un déficit de l'ordre, je ne sais plus, 5 ou 6 milliards cette année. Moi, ce n'est pas notre secteur, mais enfin, Jean-François Pilliard mène la négociation pour le MEDEF. On espère que cette négociation va aboutir. Dans le domaine de la retraite, alors les deux fameux piliers, la CNAV, elle, environ, avec le Fonds de solidarité vieillesse, environ 8 à 9 milliards d'euros de déficit en 2013. Ces déficits sont non pas financés, mais ils sont reportés dans ce qu'on appelle la CADES. La CADES a aujourd'hui 150 milliards d'euros de déficit de dette, plus auquel il faut rajouter 40 à 50 milliards de trésorerie négative de la sécurité sociale, qui n'a pas été transférée encore pour des raisons, à mon avis, optiques, mais les banques vont arriver, me semble-t-il, bientôt à refuser de financer de tels déficits, donc il faudra transférer sur une CADES qui aura probablement d'ici la fin de l'année, ça ce sont les calculs de comptable, environ 200 milliards d'euros de déficit, de dette, pardon. Ce qui est proprement scandaleux de notre part, puisque nous demandons à nos enfants vraiment de financer nos dépenses courantes de sécurité sociale et de retraite. On paye un tout petit peu, enfin on y reviendra, mais on a l'impôt RTS et je paye des oui, bien sûr. Alors, normalement, mais on reporte, effectivement, on fait tourner la décision. Oui, il y a 200 milliards d'euros de dettes, on peut moins compter ce qu'on veut. Quand est-ce qu'elles seront remboursées? Elles ne seront pas remboursées par la plupart des gens, enfin, elles ne seront pas finies de rembourser par la plupart des personnes qui sont dans cette salle, mais par nos enfants. C'est ça. Sur le régime complémentaire de retraite Agirc-Arrco, aujourd'hui, ils perdent de l'argent de manière technique, c'est-à-dire avant prise en compte des produits financiers. Il y a tout juste, enfin, il a quelques déficits, légers déficits cette année, mais les prévisions en 2017 sont beaucoup plus négatives que cela, puisque à l'horizon 2017, l'Agirc, c'est des chiffres officiels, ce n'est pas des délits d'initiés, l'Agirc en 2017 n'aura plus de réserve, et l'Arco environ 2020-2021, sans autre réforme. Alors c'est embêtant, plus de réserve, parce que les régimes complémentaires, contrairement à la CNAV, au régime obligatoire, n'ont pas le droit de s'endetter. Donc plus de réserve, ça veut dire qu'il faut arrêter de payer. Plus de trésorerie, il faut arrêter de payer, grosso modo, arrêter de payer au mois de novembre, et puis après au mois d'octobre. Évidemment, ces régimes sont gérés par les partenaires sociaux, donc on y reviendra certainement là aussi, mais j'espère qu'il y aura des négociations en 2014 là-dessus. Dans le domaine de la santé, la sécurité sociale, en 2013, a un déficit de l'ordre de 7 milliards d'euros, malgré une gestion qui est pas mal, parce que l'ONDAM, vous savez, l'ONDAM, c'est le projet de loi de financement de la sécurité sociale, l'augmentation, enfin, l'ONDAM n'a jamais été aussi faible. L'ONDAM, le taux d'évolution de ce budget en 2013 a été prévu à 2,4, on est en dessous, c'est bon, ça n'a jamais été aussi faible, et on a vu dans les journaux, ça allait encore baisser. Mais il n'empêche, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nous indique que d'ici 2020, la CNAM, c'est en effet, perdra 15 milliards d'euros. Donc grosso modo, on a une situation, pour faire, pas vous assommer de chiffres et donner une synthèse, à 2020, moi, ça me semble un bon horizon, puisqu'on a 50 ans, grosso modo, à 2020, si rien d'autre n'est fait, nos régimes de retraite, l'ensemble des régimes de retraite français vont perdre environ, vont avoir un déficit environ annuel, bien sûr, de 20 à 22 milliards d'euros, et la sécurité sociale d'une quinzaine de milliards d'euros. Donc c'est entre 35 et 40 milliards d'euros qu'il faudra financer tous les ans. Vous voyez qu'on est loin de baisse de charges maintenant. Donc ça veut dire qu'il y a des mesures qui vont être prises.
Après, au-delà de ça, pour terminer la géométrie, les régimes complémentaires en santé, grosso modo, sont à peu près équilibrés. Même si la santé n'est pas un métier rentable, on y reviendra là aussi, mais à peu près un équilibre. Donc les enjeux sont absolument considérables, puisque nous sommes encore en train d'accumuler des dettes de manière très importante. Alors pour rester sur la santé, ce tableau est assez clairement présenté, on voit bien que la tentation est forte de faire des économies, de faire des déremboursements, ou en tout cas d'aller dans un sens qu'on reporte vers les mutuelles, vers le système mutualiste, une grande partie finalement de la charge. Ce qui conduit à deux questions. Une question qui est évidente, on sait bien, c'est est-ce qu'on n'a pas le risque d'un éclatement de la sécurité sociale, d'un système public et d'un système privé où l'équilibre se déplace vers le privé, vers les assureurs, comme on dit, c'est une grande crainte que exprime notamment le monde syndical, qui traverse le monde politique en général. Première question. Et où est-ce qu'on en est sur ce point? Et une deuxième question, mais vous allez y venir, je pense, c'est le thème de notre matinée, l'entreprise. Quel est le rôle de l'entreprise dans ce cadre-là? Si on sait que les évolutions, de toute façon, il est assez inévitable que le système va changer, quel va être le nouveau rôle de l'entreprise dans ce territoire de santé, ses nouvelles responsabilités, la part, finalement, de l'individu, de l'entreprise et du collectif? Alors, avant de répondre à la question, il faut revenir, je crois, aux fondamentaux, parce qu'on a oublié une bonne partie de la fonction publique de l'État, du système public. On voit les complémentaires comme la sécurité sociale, et c'est une très grave erreur, de mon point de vue. Il faut revenir aux fondamentaux. Première idée, la sécurité sociale, magnifique, il ne faut surtout pas dire qu'on veut la privatiser, ça n'a pas de sens, ça va du tout dans la culture de notre pays. D'ailleurs, ce système a permis une croissance forte jusqu'aux années 80, grosso modo. Maintenant, il faut l'adapter, c'est le seul truc. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je viens d'indiquer les chiffres. Quels sont les fondamentaux? Sécurité sociale, ça veut dire solidarité nationale. Ça veut dire tout le monde cotise en fonction de ses revenus pour offrir une forme de panier de soins. Seul problème, ce panier de soins n'est pas bien défini. Les solidarités nationales, c'est l'ensemble des Français sont couverts ainsi, et cela oblige à ce que la sécurité sociale soit monopolistique. Mais comme elle est monopolistique, cette sécu, elle ne peut pas contractualiser, elle peut conventionner. La différence entre les deux mots est essentielle. En 2004, j'étais vice-président de la CNAM, et donc je participais avec le directeur général de la Sécu au négo avec les médecins. Ben, c'était exactement la même chose quand j'étais président du textile, c'était des négociations de revenus. On faisait de la convention collective. Mais on ne faisait pas de contractualisation, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire je vais contractualiser avec vous, docteur, et pas avec vous, et vous en échange, vous allez me donner quelque chose. Non, étant monopolistique, la Sécu doit travailler avec tous les professionnels de santé qui ont les caractéristiques, les diplômes par exemple, requises. On ne peut pas choisir. Ce qui veut dire qu'elle ne peut pas choisir dans les chirurgiens par exemple. Un secret d'État en France incroyablement bien gardé, c'est le taux de réussite de chaque chirurgien. Qui le sait? On va tous se faire opérer, on ne sait pas combien de fois le gars qui nous reçoit, qui généralement est compétent évidemment, mais on ne sait pas combien de fois il a fait le geste. Et c'est quand même une information importante parce que le nombre de fois où il a fait le geste contribue au succès de l'acte thérapeutique. À l'inverse, le système complémentaire est totalement différent, puisque nous ne faisons pas de solidarité, nous faisons de la mutualisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Notamment dans l'entreprise. Ça veut dire que des gens, sur un territoire donné qui est entreprise, dans un système démocratique complètement reconnu, patron, syndicat, négocient des garanties. Les garanties qu'ils veulent. Donc d'une entreprise à l'autre, ce n'est pas les mêmes garanties. Et quand ils ont négocié des garanties, ces garanties ont un prix. Et ils vont donc trouver un assureur. Mais comme ces assureurs, il y en a 400 aujourd'hui en France, ils sont en concurrence et donc ils peuvent contractualiser. C'est la différence pour moi fondamentale. Le seul problème, c'est qu'on nous interdit de le faire avec les professionnels de santé, car ils ne veulent pas toucher, les professionnels ne veulent pas toucher au modèle de la médecine libérale. Il faudra bien revenir à cette question. Mais deux systèmes fondamentalement différents. Alors le problème, c'est que l'administration
nous voit, nous, complémentaires, qui gérons 15% des dépenses. L'équilibre, c'est grosso modo la Sécu rembourse 75% des dépenses, les complémentaires remboursent 15% des dépenses de santé, il reste environ, en moyenne, 10% de reste à charge. La fonction publique veut nous mettre les mêmes caractéristiques de fonctionnement que la Sécu, et là, ça amène à une impasse. Donc il faut bien qu'on arrive à poser ces modes de fonctionnement différents, de manière à pouvoir exercer véritablement notre métier qui va être de ce qu'on appelle gérer le risque quand on est assureur, de ce que font tous les assureurs automobiles. Ben nous, il faut qu'on le fasse dans le domaine de la santé, qu'on essaye de gérer le risque et que nous ne soyons, que les déremboursements ne soient pas simplement le fait de sortir une dépense de la sphère publique, le fameux taux de prélèvement, pour la mettre sur une dépense privée. C'est tout à fait dérisoire, le déremboursement pour obtenir cet objectif. Le vrai déremboursement, c'est pouvoir installer une partie des dépenses dans une sphère qui a un fonctionnement, pour faire simple, de marché, mais de marché régulé, puisque le fonctionnement de la Sécu est totalement différent. J'espère que j'ai été bien clair sur ce sujet. C'est à partir de ces fondamentaux-là, si on les accepte, que toute la réforme du système doit pouvoir se faire. Pour bien comprendre, alors, vous avez parlé de la médecine libérale, on ne va pas prendre la médecine anglaise, qui finalement, pour le coup, exactement, j'allais dire l'inverse de nos choix, mais peut-être si on regarde les États-Unis. Les États-Unis, en dépenses de santé, alors même c'est un pays, je crois, un peu plus jeune que nous, les dépenses de santé doivent être déjà à plus de 15% du PIB, peut-être même 17%, liées à plein de raisons. En France, on est, je crois, autour de 12%. On peut dire peut-être qu'on se rapproche de ce point de vue-là du système américain, par le fait que la dépense de santé est considérée comme quelque chose finalement qui participe de l'économie. C'est un secteur économique à part entière, vous l'avez dit, il est libéral, un secteur économique d'ailleurs où les médecins ont leur mot à dire, une partie de leur rémunération dépend finalement des négociations dont vous avez parlé, ce qui est un peu d'ailleurs baroque, si je puis dire, dans un système libéral, mais c'est nos impôts en gros qui décident en partie de leur rémunération. Et puis tout un tas de professions de santé qui sont variées, hein, bien sûr, tout ce qui est du médicament, une grande partie du chiffre d'affaires dépend de la sécurité sociale et du système mutualiste, et puis tout le reste, c'est-à-dire effectivement l'optique, domaine dans lequel d'ailleurs vous pouvez vous en dire un mot, vous allez. Donc quand on compare le système américain, le système français, et qu'on sait que les dépenses de santé vont augmenter, enfin, c'est inévitable pour les raisons que chacun comprend bien, comment on peut agir finalement pour mieux le réguler et le pérenniser? Alors il y a deux manières, enfin il faut répondre de manière différente à cette question, le court terme et le long terme. Le long terme, c'est ce qu'a dit le président tout à l'heure, il faut qu'on analyse quelle va être l'évolution de la médecine. Sur le court terme, c'est assez simple, il faut faire des réseaux de soins, première idée. Alors manque de peau, la loi l'interdit, sauf pour des pratiques assez étroites que sont l'optique. Nous avons le premier réseau de soins français, qui s'appelle le réseau Calivia. Nous avons 4200 opticiens dans ce réseau de soins. Il est tout à fait volontaire d'accès, il est ouvert. Ça veut dire que rentrent dans le réseau tous les opticiens qui le veulent bien, à condition qu'ils respectent bien sûr le cahier des charges que nous avons écrit. Et nos clients vont dans le réseau s'ils le veulent pas, ils n'y vont pas. Ils sont pour l'instant, en tout cas, remboursés de la même manière. Et quand ils vont dans le réseau, ils payent leurs lunettes 30% moins cher quand ils n'y vont pas. C'est donc une incitation extrêmement forte, puisque ça baisse considérablement le reste à charge, puisqu'ils payent moins cher. Il y a environ 90 € par paire de lunettes, sur un coût moyen de 350 € de baisse de prix. Les réseaux, c'est extrêmement efficace. Évidemment, alors juste un mot là-dessus sur l'optique sur Internet qui commence à arriver, ça vous paraît être un levier? L'optique sur Internet, c'est très bien, deux idées. Sur les lentilles, c'est extrêmement facile, donc il y a des prix qui sont très intéressants. Sur les lunettes, c'est déjà un peu plus compliqué, car il faut connaître, je ne suis pas un technicien des lunettes, mais je sais qu'il faut connaître l'écart entre les deux yeux, la position des lunettes sur le bout du nez,
Et puis même, j'ai des lunettes et je sais qu'au moins 2 à 4 fois par an, je suis obligé d'aller chez l'opticien parce qu'il me manque une vis, un truc, un machin sur Internet. Donc il faut bien, pour que ça puisse vraiment marcher sur les lunettes Internet, il faut trouver un accord entre Internet et les opticiens. Sinon, je pense que sur les lunettes, je pense qu'il y aura une difficulté. Donc, manque de peau, l'État nous interdit, enfin la loi nous interdit de faire d'autres réseaux. Nous avons des réseaux d'autoprothèses aussi qui sont très intéressants. On est en train de négocier, on a le droit à un réseau qui est dentiste, là ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a des réseaux qui existent, pour moi, ce sont des réseaux optiques. C'est du Canal Drive de réseau, puisque discuter avec les professionnels de santé, leur syndicat, le Conseil de l'ordre, c'est beaucoup plus complexe, il y a une vraie difficulté. Et donc, il faudrait qu'il y ait un vrai débat dans notre pays là-dessus, et que la loi nous laisse discuter avec les professionnels de santé. C'est notamment la question du dépassement d'honoraires. Aujourd'hui, nous payons des dépassements d'honoraires dans le cadre de la chirurgie ou sur les spécialistes qui vont de 0 à 5 fois, quelquefois plus, le tarif de la Sécu. On les paye, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi, et sans aucune garantie de qualité. Moi, je veux surtout que les professionnels de santé aient le meilleur revenu possible, et c'est pas ça le sujet. De toute façon, on ne va pas réformer contre les professionnels de santé, mais je veux savoir pourquoi je paye. Et je veux être sûr que mes clients aient le meilleur service possible. Et je veux pouvoir orienter mes clients vers le meilleur spécialiste, vers le meilleur chirurgien. Ça me semble normal. Après tout, nous payons dans le groupe 1,5 milliard de dépenses de remboursement. Ça me paraît normal qu'on puisse appuyer sur la qualité à défaut du prix, et sur le prix si possible, pour améliorer le service qu'on donne à nos clients. Est-ce que dans ce domaine-là, justement, les nouvelles technologies, je pense notamment à l'open data, très peu ouvert en France, par exemple, notamment les États-Unis, ne peut pas être un levier justement de meilleure connaissance, j'allais dire d'ouverture du marché de la médecine, si on autorise cette expression horrible, mais néanmoins réelle, c'est-à-dire de pouvoir comparer les performances. Vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que c'est quelque chose que vous appuyez, vous souhaitez appuyer? Sachant que la Sécu est très réticente, on le sait. Mais oui, on est comme tout le monde, toutes les entreprises de la Terre sont là-dessus. Il y a une vraie difficulté. Deuxième secret d'État incroyablement bien gardé, ce sont les données dont dispose la CNAM. C'est scandaleux, puisque la CNAM, c'est un monopole public, il a donc des données, il s'en sert pour faire son métier, c'est très bien, il refuse de les donner. Donc, nous assurons un risque sans pouvoir calculer le coût du risque. C'est quand même extrêmement bizarre. Donc il faut absolument que ce monopole et que cette interdiction d'accès puisse bouger. Je pense qu'on y arrivera. Puis deuxième idée, qui est un peu plus compliquée, je suis tout à fait d'accord et je trouve très bien qu'il y ait en France une CNIL chargée de veiller à la protection de l'intérêt des personnes, mais je veux dire que la question de la sécurité des données en France est vraiment excessive. Comment est-ce que je peux vous aider à accéder à une offre de soins, à vous proposer un parcours thérapeutique qui va bien, si je suis interdit de savoir de quel mot vous souffrez? Est-ce que vous l'accepteriez pour vous-même? Bien sûr, enfin, de toute façon, il faut que ce soit volontaire. Moi, rien ne doit être obligatoire, c'est pas possible. Mais lorsque nous allons offrir, et on est sur cette voie-là, on commence à faire une orientation. Si vous allez sur nos sites internet, vous allez voir, nous cotons tous les hôpitaux et tous les services de chirurgie en termes de sécurité de l'affection nosocomiale, en termes de tarifs. Vous savez même le nombre de fois où le service a fait une intervention. Donc on commence à faire de l'orientation de manière collective. On va petit à petit aller vers une orientation individuelle pour ceux qui le veulent. Et puis on le verra bien dans le domaine de l'entreprise, puisqu'on a commencé à le faire aussi dans l'entreprise. Jean-Christophe Tortaran en parlait tout à l'heure à propos des progrès, effectivement. Est-ce qu'on va effectivement vers une médecine de plus en plus personnalisée au travers de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire le big data, l'open data, la connaissance plus fine, le criblage, le ciblage, je vais dire même des risques, avec les dangers quand même que ça peut représenter moins. Est-ce qu'on va là-dedans? Et y compris dans la partie scientifique de la médecine, on voit bien que aujourd'hui, avec la recherche sur le génome humain, avec un certain nombre de progrès, on va pouvoir individualiser, prédire les maux dont vous allez souffrir, je ne vais pas dire à
avec certitude ou à la date près, mais avec en tout cas de plus en plus de certitude quand même. Et est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une médecine quasiment individualisée, risque par risque, très séquencée? Ah oui, bien sûr, il y a des dangers. Enfin bon, faut pas, le progrès humain, et ça, Albert Einstein, grâce à ses calculs, on a fait la bombe atomique et on a fait l'énergie nucléaire. Donc bon, c'est comme ça. C'est l'humanité qui avance comme ça. Comment faire pour que ce soit un progrès dans le progrès humain? Le progrès, l'analyse génomique, il y a de ça 5-6 ans, ça coûtait plus d'1 million de dollars d'analyser le gène d'une personne. Cette année, 23andMe, aux États-Unis, en Californie, fait l'analyse de votre génome pour 99 $. Et les machines qui vont faire baisser le coût existent. Donc nous allons pouvoir, tous les Français, Laurent Alexandre, que j'ai trouvé très pessimiste, parce que d'habitude il dit 1000 ans. Moi je l'ai entendu dire, nous allons vivre 1000 ans. Donc il ne dit pas quand. Je pense, il a dit, il l'a prédit aux enfants des personnes qui étaient dans une salle. Donc je trouve qu'il est très poétique. Mais indépendamment de son côté politique, c'est un grand, bien sûr, ça vous paraît scientifique. Ça vous paraît Enfin bon, ça c'est un sujet, ça c'est très personnel. On va faire un vote là-dessus. Non, nous allons. Le système pourrait-il tenir sur une vie de 1000 ans? J'en sais rien. On posera la question à nos petits-enfants et vous verrez bien la réponse. En fait, nous allons pouvoir, si j'ai bien compris, nous allons pouvoir savoir statistiquement de quoi nous pourrions mourir. Il ne faut pas exagérer non plus, parce qu'on ne va pas savoir si on est renversé par une bagnole en sortant d'ici. Mais de quoi nous pouvons mourir? C'est quand même une information intéressante pour ceux qui veulent le savoir. Parce que si j'ai un risque important, ben je peux soit me surveiller, faire des tests de dépistage, soit avoir une attitude qui me permet de faire diminuer le risque. On sait très bien aujourd'hui, 70% des risques de santé sont liés soit au génome, soit à l'environnement. Donc si je peux appuyer, un, sur la prévention en termes de dépistage, et deux, sur mon comportement, et surtout sur mon environnement, j'ai des chances de pouvoir vivre plus longtemps. Deuxième idée, la médecine prédictive. Et puis, pardon, la médecine prédictive, j'ai parlé. Dans la médecine curative, on va avoir aussi des médicaments qui vont être adaptés à son génome. Vous savez aujourd'hui, quand une personne a un cancer, dans les stratégies thérapeutiques que l'on met en œuvre, on commence par tester le médicament qui statistiquement, pour faire la chimiothérapie, a le mieux marché sur l'ensemble des gens, mais manque de peau pour vous, on attend 3 semaines, 1 mois pour savoir s'il marche pour vous ou pas. Il ne marche pas pour vous, on en met un autre. Donc évidemment, on perd du temps. Grâce à l'analyse génomique, on pourra savoir quelle stratégie est bien adaptée à vous. Donc le règne du blockbuster, du fameux médicament à 5 milliards de dollars, a du plomb dans l'aile dans ce modèle, où on va donc beaucoup plus vers une médecine extrêmement personnalisée. Parce qu'il pose des problèmes de réflexion quant à la nature de l'assurance, tout ça. Vous voyez bien qu'on est loin de la sécurité sociale. La Sécu a un panier de soins identique pour tout le monde. Quand on décrit la santé dont on vient de parler, ça ne peut pas être le cas, puisque pour ma prévention, je dois avoir des analyses particulières, et pour mon traitement, je dois avoir un traitement particulier. Et donc, et il faut aussi que je gère, bien sûr, les questions d'éthique, et comment je gère l'information. Il ne faut absolument pas que je puisse faire, en tant qu'assureur, de la sélection. Donc il y a tout un tas de questions formidablement importantes qu'on va devoir se poser. Ça, c'est le point, je pense, dur de votre discours. J'en craigne, c'est qu'on va rendre peut-être un jour obligatoire, parce que le système a des tensions financières trop lourdes, cette responsabilisation individuelle. Est-ce qu'on ne va pas rendre ce dépistage obligatoire? Est-ce que si le système bascule trop de la sécurité sociale vers un système complémentaire privé, assurantiel, les assureurs vont pas, d'une certaine façon, dire je vous fais un prix meilleur selon que vous acceptez ou non. En gros, aura-t-on vraiment le choix à l'avenir? Mettons en tôle les patrons des groupes d'assurance qui se comportent mal.
et puis on va régler le problème assez vite. On n'a même pas mis en taule les banquiers qui sont mal. Ok, c'est parti, excusez-moi. C'est plus le problème de patron des banques et des assurances, c'est le problème de l'État. Bon, ayons un État qui fait le boulot, c'est moi. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je dis qu'il y a un progrès extraordinairement important qui se profile. Il ne faut pas qu'on interdise la mise en œuvre des techniques qui permettent ces avancées. Il faut simplement qu'on sécurise. Il faut des garde-fous. Et ça, dans tout système d'État, il est là pour ça. En France, on ne peut pas dire qu'on manque d'État. Donc je fais toute confiance à l'État pour trouver les bons garde-fous. Mais c'est certainement pas ça qui doit empêcher d'avancer. De toute façon, le monde entier avance dans cette direction. L'îlot français, c'est pas lui qui va résister à ça. Ce serait une pente indolable. Donc il faut bien regarder ça en face et voir comment on va y arriver. C'est peut-être un point qui nous différenciera de vous. Je ne suis pas sûr de faire toute confiance à l'État, mais néanmoins à la capacité de la société civile aussi de vérifier que l'État ne nous conduit pas dans une situation qui ne serait pas celle que l'on veut. Mais c'est un autre point. Alors, pour revenir sur le système mutualiste, ça a été cité tout à l'heure par Tétin, il y a eu une grande réforme il y a un an, l'accord national interprofessionnel, qui vous concernait directement, puisque il y a donc généralisation de la couverture complémentaire santé, c'est un vrai progrès, toutes les PME, bien sûr, et tous les gens qui ont été couverts, mais il y a eu un grand reste de débat dans lequel vous êtes impliqué, qui est l'existence ou non de clauses de désignation obligatoires pour, notamment dans les branches, qui est un secteur dans lequel vous et quelques autres sont particulièrement, je vais dire, dominants, on va dire, jusqu'à présent en tout cas. Donc, ouverture à la concurrence forte. Il y a eu un vaste débat, faut-il ou non. Dans l'accord, il n'y en avait pas, mais certains membres ont dit, ont contesté en disant, mais s'il y en a, donc l'UPA, notamment, pour ne pas la nommer, il y a eu au sein du patronat même une vaste bagarre sur ce sujet. Le gouvernement s'en est mêlé en étant plutôt favorable à la persistance de clauses de désignation, finalement une forme de sécurité sociale de branche, si on peut la résumer, et le Conseil constitutionnel, à deux reprises, après diverses rodomontades du gouvernement qui a voulu taxer aussi ceux qui qui a voulu taxer la liberté du commerce par un biais que j'ai trouvé un tout petit peu particulier, finalement tout ça a été annulé. Aujourd'hui on est dans un monde ouvert pour les complémentaires santé. Qu'est-ce que ça change finalement pour vous, cette ouverture? Est-ce que ça vous défavorise? Ou est-ce que comment vous vous retrouvez finalement, comment ce marché très vaste que vous avez cité va-t-il se développer, et est-ce qu'on va vraiment pouvoir généraliser, parce que c'est ça le progrès qu'on attend, surtout dans le monde que vous nous avez décrit, qu'on généralise la couverture santé en France? C'est vrai, aujourd'hui, plus personne ne comprend rien. Alors réexpliquez ce que je pense que j'ai fait ici. C'est très clair. Si vous le permettez, 2 minutes avant de répondre à cette question, je vais faire la fin de la question précédente. Il y a une autre orientation extrêmement importante qui justifie le rôle des complémentaires. Un des nombreux bouleversements que nous vivons, le médecin généraliste moyen a 55 ans, je dis bien 55 ans, et le nombre d'étudiants en médecine diplômés qui s'installent en libéral, c'est 10%. 10%. Ça veut dire que ça, c'est une évolution considérable. Ça veut dire que nous allons, mais à court terme par rapport à nos enjeux, vers une grande difficulté d'accès aux soins. Dans les campagnes, dans certaines zones, dans le Nord, par exemple, du côté de Dunkerque, il faut déjà un an pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmo. Vous savez que les médecins généralistes, ils font 40, 50, 60 consultations par jour, et lorsque vous voulez voir votre généraliste, souvent, sauf exception, c'est toujours une exception, ils travaillent jusqu'à 10, 11 heures du soir. Donc, on voit bien qu'il va y avoir une vraie difficulté de la création d'un nouveau modèle, notamment aux cabinets médicaux, et que le généraliste qui faisait jusqu'à maintenant l'accès aux soins avec son portable, en vous conseillant tel et tel établissement ou tel et tel spécialiste, ne pourra pas le faire. Je vais faire la parenthèse, mais c'est ça qui justifie aussi, deuxième grande idée, l'évolution du rôle des complémentaires dans l'orientation. Alors pour revenir à votre question extrêmement importante, l'accord du 11 janvier 2013 a été incroyablement important
Et là encore, pardon de critiquer le débat public, mais on a mis en avant des choses subalternes. Je dis ça bien sûr pour être un peu provocateur, mais c'est vrai. Le débat public a mis en avant la bagarre entre les assureurs individuels qui allaient perdre du part de marché et les assureurs collectifs qui allaient en gagner. C'est dérisoire. Ça n'intéresse que les assureurs. Le vrai truc, il n'est pas là. Le truc qui est super important pour moi, et nous faisons les deux, assurance collective, individuelle, beaucoup plus de collectifs, mais on a quand même beaucoup, on a 500 000 assurés individuels. Lorsque j'ai un assuré individuel, je ne peux pas faire de la prévention sur cet assuré avec un retour sur investissement. C'est impossible. Je ne peux faire qu'une politique de santé publique. D'ailleurs, la CNAM le fait, avec un taux de retour qui est très très faible. Regardez, nous recevons, vous êtes peut-être tous trop jeunes, mais lorsque vous avez 55 ans, vous recevez une lettre tous les 5 ans pour faire un dépistage du cancer colorectal. Combien d'entre vous donnent suite à cette lettre? C'est 3 à 4%. Mais il faut le faire, politique de dépistage de santé publique. Donc je ne peux pas investir dans la prévention. Lorsque je suis sur le territoire de l'entreprise, c'est tout à fait différent. Parce que j'ai en face de moi des partenaires sociaux avec qui je peux négocier et discuter une politique de prévention. Et puis, je peux mettre en avant, je peux mettre en synergie le contrat santé et le contrat prévoyance. Prévoyance, c'est les indemnités journalières, l'incapacité, l'invalidité et le décès. C'est-à-dire que si j'arrive à dépister des pathologies qui amènent petit à petit à l'incapacité, pour faire simple, ou à l'invalidité et au décès, si j'arrive à les dépister assez vite, je vais baisser les risques, donc baisser les coûts. J'ai donc un retour sur investissement. Et plus encore, je vais arriver à limiter, à faire baisser l'absentéisme dans l'entreprise. Puisque les gens, je vais essayer que les gens soient moins malades, moins absents, en prenant mieux en compte leurs difficultés. Et donc là, je vais mobiliser des financements qui n'existent pas. C'est en ça que cet accord a été incroyablement important, car il permet vraiment de construire des politiques de dépistage et des politiques de coaching. Et nous avons commencé, en ce qui concerne le groupe que j'ai la chance de diriger, nous avons commencé à construire des solutions que nous proposons aux entreprises pour se faire. Et la responsabilité de l'entreprise, sa responsabilité par rapport à ses salariés, mais aussi sa responsabilité par rapport à sa propre productivité, ça devient un véritable enjeu. C'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir cet accord. Alors après, il y a toute la question clause de désignation. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est qu'une clause de désignation. C'est-à-dire qu'une branche professionnelle choisit un niveau de garantie, choisit un tarif, le négocie avec les partenaires sociaux, et après lance un appel d'offres et choisit un ou plusieurs assureurs. Tout ceci est devenu interdit. Ok, moi ça m'est complètement égal, mais alors complètement égal, puisque nous avons des réseaux de distribution. Donc, soit nos réseaux et nos collaborateurs ou nos courtiers, parce qu'on travaille aussi beaucoup avec le courtage, vont directement trouver les entreprises ou pas. Derrière, il y a un fantasme de financement du paritarisme. Alors, ok, ce fantasme... Un fantasme? Oui, il y a quelques... Ok, oui. Parfois, non mais je ne vais pas dire non, mais parfois on se demande s'il y a ce fantasme. Il y a toujours des... n'est pas le fruit, voilà, l'héritage d'un passé. Oui, oui. Le passé, élégamment. Mais il y a le passé et le présent. Aujourd'hui, il n'y a plus à ma connaissance, je ne sais pas comment dire, il n'y a plus à ma connaissance des pratiques du passé qui étaient certes contestables, mais aussi qui étaient reconnues comme étant normales. Enfin bon, tous nous sommes dans l'entreprise, nous savons, l'histoire de lui-même et de mon ami, que je revendique comme étant mon ami Denis Sauvagnac. Le seul tort qu'il a eu, Denis, et si je me permets de parler de lui, c'est de continuer trop longtemps un système qui était reconnu comme étant légal. À l'époque, quand j'étais président du textile, c'était au début des années 2000, j'ai dû arrêter en 2000, non encore, je suis en 2004. Quand j'étais président du textile, nous avions, c'était la loi Valdez-Crochet, on n'était pas obligé, il ne fallait pas même arrêter des comptes. On n'avait pas de commissaire aux comptes, on n'avait pas de compte, on brûlait la comptabilité tous les ans. Donc c'était fait exprès. C'était fait exprès. Il y avait, enfin, voilà, maintenant, c'est pas bien, on arrête. C'est pas moi qui l'avais décidé, c'était la société qui avait décidé ça comme ça.
Bon, maintenant tout ça c'est fini, ça ne correspond plus aux valeurs d'aujourd'hui, et c'est bien que ça ait changé. Aujourd'hui, il y a une transparence extrêmement importante, et ce n'est pas la question des institutions de prévoyance ou des autres. Je crois savoir qu'il y a des assureurs dans la salle, et les assureurs de l'exercice, et les assureurs, comme les IP, lorsqu'ils signent un accord de branche, ils vont payer tout à fait officiellement un stand au congrès. Si vous allez au congrès de la CGT, vous trouvez Malakoff Médéric, vous trouvez AXA, vous trouvez Airbus. C'est une forme de financement du paritarisme. Il y a une loi qui est en cours de préparation qui va réguler cet ensemble, et c'est très bien. Donc ça veut dire, je ne vais pas vous le faire dire, mais si je résume, c'est peut-être pas une si mauvaise chose qu'au terme de ce vaste débat politique, on ait mis fin à la procédure des clauses de désignation. Ça, c'est vous qui le dites, parce que derrière, il y a un certain nombre d'avantages. Lorsqu'il y a une clause de désignation, la branche apporte aux assureurs, puisque maintenant il ne pourra plus y avoir un seul assureur, et c'est très bien. S'il y a une loi, il sera possible qu'il y ait 3, 4, 5 assureurs de désigner. La branche apporte à l'assureur une grosse clientèle, qui sinon il doit aller chercher un par un, et ça coûte de l'argent. Donc généralement, à garantie égale, le tarif est 10 à 15% inférieur. Ok ? C'est le prix de le prix. C'est le prix de la liberté, très bien, mais ça coûte 10 à 15%. Et puis un autre sujet qui est extrêmement important dans le domaine des branches, et ce sujet n'est pas réglé aujourd'hui par la loi, et moi ça m'inquiète considérablement, c'est la question de la solidarité de branche. Quand il y a un accord de branche, il est très important qu'on mette en œuvre une solidarité. C'est quoi? C'est donner des garanties gratuites à ceux qui n'en ont pas, qui ne peuvent pas les payer. C'est les chômeurs. La loi d'ailleurs oblige à une portabilité sur les chômeurs, pour que pendant un an, la branche paye c'est les services d'action sociale, c'est les services de prévention. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui n'est pas stabilisée et qui va devoir donc évoluer pour trouver une bonne solution qui mette toutes ces questions-là carré. Merci. Je crois que c'est une clarification. Vous n'avez jamais entendu aller aussi loin sur ce sujet. Je pense que c'est une clarification pour ceux que ça intéresse importante. Sur un tout autre sujet, on va parler un petit peu de retraite. Vous avez évoqué le régime général, les comptes. Je voudrais vous interroger peut-être, j'allais dire, en faisant un pas de côté pour aller vite, oui, parce qu'on va ensuite passer la parole à la salle pour des questions. On va terminer là-dessus et sur les réformes en cours. Mais la génération, j'allais dire votre génération, en tout cas la génération qui a été au pouvoir ces 30 dernières années, et celle qui a, par plusieurs étapes, un peu réformé ce système en disant que, vous vous souvenez, rapport livre blanc, c'est 91, ça fera sauter tous les gouvernements qui des regards, ça fera sauter tous les gouvernements de sa tête de retraite, le sujet de la capitalisation, tort ou à raison, a toujours été plutôt évacué de la réflexion. On a fait des réformes, objectivement, notamment la logique d'équité actuarielle, c'est-à-dire on vit un an de plus, on peut cotiser un peu plus longtemps, et il faut un temps que ça dure. Si Laurent Alexandre a raison, à 250 ans ou 1000 ans, je ne sais pas combien de temps il faudra travailler, mais enfin là, on est aujourd'hui, on a poussé le système assez loin, on arrive pour les jeunes. Donc j'en arrive à ma question sur les générations. Pour les jeunes, la perspective du départ à la retraite, ce qui n'est peut-être pas une mauvaise chose, si on est en bonne santé, ça se rapproche plutôt des 70 ans. Peut-être même des 75 ans demain. Ce qui n'est pas du tout l'état d'esprit dans lequel, je veux dire, votre génération, je ne dis pas vous, a vécu. Elle a vécu avec l'image, le fantasme, l'espoir, peut-être aussi, l'espoir, on peut le comprendre, de la retraite à 60.